Monsieur le Président de la Fondation Auschwitz, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Madame la Ministre, Madame la chef de cabinet, Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse et honorée d'être parmi vous à l'occasion de la remise de ce prix. Avant de vous présenter brièvement les grandes lignes de cette recherche, je tiens à remercier, sans pouvoir toutes les citer, les nombreuses personnes qui m'ont soutenue, les professeurs Pierre Bayard, Serban Ionescu, Marie-Dominique Garnier, Françoise Nicoladze, des institutions aussi, la FNDIRP, la Fondation pour la mémoire de la déportation, l'Association française Buchenwald-Dora et Commando. Je n'aurais pu mener à bien cette recherche sans l'aide des archivistes français, allemands et suisses, et sans celle des historiens Claude Delasselle, Joël Droglan, Olivier Lalieu. Enfin, je remercie Jean-Luc Trinquet et mes proches. Je dédie ce prix aux déportés Floréal Barrier, Joseph Bialot, Maurice Klink, Bertrand Hertz, Norbert Labo, Jean Léger, Maurice Aubrejean, Pierre Pardon, Émile Torner, qui ont accepté de partager avec moi leur histoire, leur terrible histoire et leurs terribles espoirs. Et je le dédie aussi à leurs familles, ainsi qu'à tous les résistants. En quelques mots, je vais essayer de vous raconter ce que j'ai raconté. Là, je suis partie d'une question simple, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un résistant? Est-ce que résister favorise la résilience? Donc, et à partir de Semprin, je me suis posé un certain nombre de questions aussi toutes simples. Pourquoi et comment un jeune homme rêvant d'être écrivain s'engage-t-il dans la résistance? Pourquoi décide-t-il de se taire à son retour du camp? Pourquoi, 18 ans plus tard, choisit-il le roman pour évoquer son expérience concentrationnaire? Parce que lui-même a répondu à ces questions, en tout cas on a proposé des réponses. L'étude de l'œuvre de Semprin a donc servi de cadre à cette recherche et j'ai voulu chercher à comprendre les motivations conscientes et inconscientes des résistants, les compétences et les stratégies mobilisées. Alors, qui est Georges Semprin? Eh bien, je vais aller assez vite puisque Pierre Mertens l'a bien décrit. Il est né en 1923 à Madrid, il est orphelin de mère, donc il connaît la guerre d'Espagne, l'exil, l'occupation, il interrompt des études prometteuses et il s'inscrit au Parti communiste et c'est là qu'il entre en résistance. Ce choix fit irrémédiablement basculer sa vie. Arrêté en 1943, torturé, incarcéré à la prison d'Auxerre, il est déporté à Buchenwald. Il a 20 ans. Recruté par la résistance intérieure du camp, car il parle l'allemand, le français et l'espagnol, il est affecté à l'Arbeitsstatistik, c'est-à-dire le bureau des affectations et de l'organisation du camp, du travail dans le camp. Le camp est libéré, puis en 1946, ses tentatives d'écriture le ramenant à la mort de Buchenwald, pour survivre, il renonce à l'écriture, mais il entre à nouveau en résistance au sein du Parti communiste espagnol clandestin jusqu'en 1964, date à laquelle il est exclu. Dans cette clandestinité, il se met à écrire et en 1963, on a son premier témoignage qui en fait est un roman et qui s'appelle Le Grand Voyage, écrit en français par un Espagnol apatride qui ne revendiquait comme seule identité que celle de déporté. En bon clandestin, il mène mille et une vies, scénariste, essayiste, préfacier, dramaturge et même ministre de la Culture. Avec l'écriture ou la vie, il devient témoin. Il est déjà depuis longtemps, ce qui l'agaçait d'ailleurs un petit peu, sujet de recherche universitaire. Il s'éteint le 7 juin 2011 à 87 ans. Alors, qui est-il vraiment? Un homme assurément engagé. Son œuvre forme un gigantesque hommage à la résistance et à la littérature, dont il affirme qu'elle est la voie essentielle d'accès à la réalité de l'expérience concentrationnaire. Et on peut dire que pour le génocide, pour le Rwanda, c'est la même chose qui est en train de se produire, c'est-à-dire qu'on va accéder à la réalité de l'expérience vécue
au Rwanda par le roman. Sous des formes diverses, le détenu 44 904 de Buchenwald a tenu un gigantesque journal clinique, une auto-analyse minutieuse dans laquelle il décrit les perceptions, les sensations, les émotions, les idées. Mais cette apparente dimension autobiographique est aussi une anamorphose qui sert d'asile aux personnes aimées, la mère disparue, les copains du maquis et de la prison, ceux de Buchenwald et du Parti communiste espagnol. Ils sont tous là, vous les verrez à tous les coins de paragraphes. Aussi, pour étudier cet univers, la voie de la transdisciplinarité s'est imposée. À partir des éléments disséminés dans les textes, j'ai constitué une base documentaire qui comprend des archives publiques et privées, des témoignages oraux et écrits, des dessins aussi et des photographies. On y entend les voix d'un condisciple, d'un codétenu, de déportés de Buchenwald. Ces informations ont été croisées avec celles émanant de textes publiés ou inédits consacrés au convoi de janvier 1944. Mon objectif était triple, montrer la complexité de l'univers concentrationnaire, dévoiler par une contextualisation la valeur informative des écrits, décrire précisément la résistance dans le camp. J'ai ainsi reconstitué les grandes étapes de la vie de Semprin pour cerner les racines de l'engagement, les modalités de survie, les conditions du retour, le rôle de l'écriture dans la résilience. Cette enquête multidirectionnelle amène des résultats dépassant les considérations habituelles sur le témoignage, dont je vous livre quelques points. Premièrement, le témoignage est plus qu'un document historique. C'est aussi un document clinique qui montre que le syndrome psychotraumatique est trop souvent isolé du reste de la vie de celui qui en souffre. La culpabilité du survivant, souvent évoquée comme un fait attesté, ne semble pas être une constante. C'est d'ailleurs ce que dit Jean Blum, belge, communiste, résistant, belge. Il dit ça, il dit il faut arrêter de raconter cette chose comme ça, ce n'est pas aussi simple. L'offrande aux disparus qui ne purent être sauvés forme la matrice des témoignages des déportés. Le chagrin et non la culpabilité se trouvent au premier plan. Deuxièmement, l'approche phénoménologique apporte des renseignements sur le fonctionnement de la mémoire, des mémoires, éclaire sur les facteurs aggravants ou aidant à la cicatrisation. Cette approche que permet l'écriture, et en particulier l'écriture romanesque, montre des aptitudes dormantes, inemployées habituellement, qui sont utilisées. Par exemple, la modification des perceptions du temps et de l'espace, le développement de la sensibilité aux signaux infraverbaux, l'hypermnésie, le développement de capacités d'empathie et d'intuition, la transmodalité des perceptions et des modes d'expression, comme l'a fait Jacques Rosenberg en passant de la musique à la peinture. À propos de la résilience n'est pas un état. C'est un ensemble de processus en perpétuel remaniement. Elle ne peut advenir que par et grâce à autrui. L'environnement est donc primordial. Sans tuteur, pas de résilience. Et sans tuteur, pas de résistance, au sens politique du terme. Promue par les comités de résistance dans les camps, la culture sous toutes ses formes joue symboliquement ce rôle. Il ne s'agit pas seulement de survie, mais de transformation. Au contact de l'autre, de celui qui aide, l'identité se métamorphose et les apprentissages sont facilités. Autre point, la littérature et l'écriture sont des armes de guerre assurant la survie individuelle et collective. Le style est un exercice de survie, comme dit Semprin. Le roman est la voie royale d'accès à l'inconscient. Enfin, les valeurs idéales de la résistance, que j'écris avec une majuscule, structurent l'identité. Elles permettent de vaincre l'effroi et de continuer la lutte. Elles sont des tuteurs pour notre présent.
nous pouvons nous inspirer des modèles pédagogiques, des dispositifs de soins et d'accompagnement innovants promus par les résistants. Il nous faut, écrit Semprin, je cite, « postuler un idéal du nous, une histoire commune à prolonger, à reconstruire, à inventer sans cesse. La continuité de l'espèce dans ce qu'elle récite d'humanité possible, sur le mode de la fraternité, ni plus, ni moins. » Je vous remercie.